Bonsoir à toutes et à tous. Hausse du prix de l'huile. La bouteille de 20 litres passe de 15 à 17 000 francs CFA. À l'origine, un problème d'approvisionnement, des fluctuations des cours mondiaux. À suivre dans ce journal les explications de la direction du commerce intérieur. L'affaire Pastef, Antoine Félix Diome, le communiqué du ministre de l'Intérieur remet au goût du jour le financement des partis politiques. Une révision de la loi s'impose selon le juriste Amadou Alikane que vous entendrez dans ce 20h. Flambée des cas du coronavirus, le port du masque dans les marchés demeure en casse-tête malgré la présence des forces de l'ordre. À Touba, les talibés ont lu le Coran avec des déclamations de Khassaïd pour conjurer la pandémie. Et puis en football, la première journée de la Ligue 1 a vécu des matchs qui se sont joués dans le respect d'un protocole édicté par les dirigeants du football. On en parle dans la page des sports. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Hausse du prix de l'huile. La bouteille de 20 litres passe de 15 à 17 000 francs CFA, soit une augmentation de 2 000 francs CFA. Une hausse qui s'explique par un problème d'approvisionnement et des fluctuations des cours mondiaux qui sont passés de 15 à 25 $. Mais d'ici 3 mois, rassure le chef du service du commerce intérieur, la situation va revenir à la normale. Suivons les explications de la direction du commerce intérieur dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Baye. Le prix de l'huile va connaître une hausse. La bouteille de 20 litres vendue à 15 000 francs revient désormais à 17 000 francs. Il y a des problèmes d'approvisionnement au niveau de l'Indonésie et de la Malaisie. Donc, le prix est passé de 15 $ à 25 $. Ce qui conduit inéluctablement à une hausse sur les prix des bidons de 20 litres, donc sur le marché local. Mais cette hausse, selon le chef de service régional du commerce intérieur, n'aura aucun impact sur le prix au détail qui est toujours fixe. Pas sentir parce que nous avons des prix fixés depuis 2013 à 900 francs le litre. Donc le détaillant et les ménagères ne vont pas sentir cette hausse. D'ailleurs, il rassure que la situation d'ici 3 mois va revenir à la normale. La situation va revenir dans quelques semaines parce que d'habitude c'est cyclique. C'est un phénomène cyclique que nous observons toujours en fin décembre, début mars. Donc peut-être nous n'allons même pas atteindre le mois de mars, janvier, février. Toutefois, il précise que les autres formats restent à l'état et que leur prix demeure toujours inchangé. Débat sur le financement des partis politiques au Sénégal. L'apériste Mahécor Diouf, membre de la Task Force républicaine, invite les acteurs politiques à ne pas politiser cette question très importante. Il estime que le président Macky Sall s'est toujours donné les moyens de régler cette question par le dialogue. Selon Djibril Diop, président du FPRS, la révision de la loi est une nécessité. On voit cela dans ce sujet signé Alassane Ba et Youssou Baro. C'est un débat qui n'est pas nouveau, le financement des partis politiques. Mais il faut qu'on évite de politiser à outrance ce débat. Il faut également qu'on évite de politiser les actes administratifs que pose l'État du Sénégal. Personne ne peut nous empêcher de réclamer la paternité de moderniser les partis politiques, de leur financement et de leur organisation. Loi 81, révisée en 1989, et cette fois-ci nous sommes en 2021. Le contexte a changé. Pour beaucoup d'acteurs politiques, la révision de la loi s'impose. Le chef de l'État avait pourtant engagé des réformes, mais le manque de volonté pour régler définitivement cette question est manifeste pour certains observateurs. Mais ce qui est préférable, comme c'est une préoccupation qui concerne les partis politiques, que les partis politiques s'asseyent, réfléchissent et sortent des éléments consensuels. Donc nous sommes dans cette dynamique, c'est un peu lent, mais c'est ça la meilleure méthode. On doit d'abord réviser la loi 89-36 du 16 octobre 1989 et aussi permettre aux partis politiques de bénéficier du financement public. Maintenant, de les encadrer s'il s'agit de la coalition ou s'il s'agit des partis. Nous avons proposé au sein du dialogue en disant que
pourquoi pas utiliser des prorata par rapport au suffrage exprimé et le nombre de pourcentages que les partis auront et en même temps de coalition. Si Maïssa Mayekor Diouf estime qu'il faut éviter la politisation des actes administratifs, Djibril Diop pense que le ministre de l'Intérieur a réagi trop vite. Mais ce qui est constant, c'est qu'il faut aller vers la révision de la loi et permettre aux partis de bénéficier du financement public. Hassan Ba, la levée de fonds du parti PASTEF et le communiqué du ministre de l'Intérieur remet au goût du jour la question sur le financement des partis politiques au Sénégal, encadré par la loi 81 et modifié en 89. Aujourd'hui, la révision s'impose selon le juriste Amadou Alikan, que je vous propose d'écouter au micro d'Alassane Ba et Youssou Baro. La loi de 81 est aujourd'hui dépassée. Je rappelle également que entre 1999 et 2000, le président Abdou Diouf avait mis en place une commission dirigée par le professeur Mbodj qui était chargée de réfléchir sur le financement des... Et cette commission a déposé un rapport. Mais en 2000, il y a eu l'alternative, 19 mars. Mais quand le président Wade est venu au pouvoir, il n'a pas jugé exploiter les conclusions du rapport Mbodj. Donc, on n'est jamais allé vers le financement légal des partis, vers le plafonnement des dépenses. Et je termine en disant, à mon sens, je crois que le ministre de l'Intérieur, à travers son communiqué, il a à la fois raison et à la fois tort. Il a raison dans le sens où le ministre de l'Intérieur, comme tout ministre, peut rappeler la loi. Voilà ce que la loi dit. Mais il a tort dans ce sens. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Parfum de scandale à la mairie de Koungheul. Les jeunes de Frappe et Benin Melo parlent de gestion nébuleuse de l'équipe municipale en place avec 230 millions dilapidés. Ils envisagent de porter l'affaire devant l'OFNAC. Explication dans cette correspondance signée Omar Ndiaye et Boubacar Falbop. Les mouvements Frappe et Koungheul Benin Melo ont tenu un point de presse pour dénoncer, disent-ils, une mauvaise gestion de la municipalité de Koungheul. Khadim Fall porte leur parole. Tenez-vous bien, depuis 2009, nous assistons à des situations calamiteuses. La mauvaise gouvernance locale, cela est dû au fautes de gestion et des manquements impardonnables. Le municipal manque un personnel qualifié, capable de signer, d'afficher et arranger les documents. Le rapport de l'ARMP nous a permis de mieux comprendre les scandales sur l'état de 230 millions qui ont été dilapidés. Ni signature, ni facture, ni rien. Les jeunes exigent des réponses sur les questions soulevées et à défaut, ils se disent prêts à porter l'affaire devant la justice. Nous comptons passer à une vitesse supérieure si rien n'est fait. Jusqu'à saisir l'OFNAC et déposer une plainte. Le premier adjoint au maire de Koungheul a tenu à donner sa version des faits face à de telles allégations. Il reconnaît quelques difficultés, mais estime qu'il n'y a ni mauvaise gestion, encore moins de détournement. D'abord, il faut dire que, en ce qui concerne en tout cas les procédures, on était en règle par rapport aux recommandations parce qu'il y avait les commissions de passation prises par arrêté, la cellule de passation, le plan de passation qui a été déposé au niveau de la DSMP est publié. Il n'y a pas de marché fictif. L'ARMP n'a pas dit que des fonds ont été détournés. Il y a des problèmes de facture sur les dates et un problème d'archivage et un problème de ressources humaines. Il y a un problème de ressources humaines de qualité pouvant prendre en compte, pouvant gérer ces questions de procédure de marché public. Parce que c'est des questions techniques. Les mouvements Frappe et Benin Melo qui ont tenu un point de presse se disent engagés à offrir à Koungheul un meilleur visage. Nous parlons à présent de la dégradation de l'axe Tivaouane-Mboro. Les populations en sit-in déplorent cette situation et demandent aux autorités le bitumage de cette route. Là-dessus, nous écoutons Mamadou Lamignon de la section de Tivaouane de Frappe France Dégage, interrogé par Charanta Diop et Seyla Tir. C'est véritablement dommage parce qu'aujourd'hui, cette route-là est un véritable danger. Du fait que souvent, les populations sont obligées de se bousculer avec les véhicules, avec les Jakarta sur les passages piétons. Parce que pratiquement, à force de vouloir éviter les nids de poules, les motocyclistes, les chauffeurs sont obligés de se rabattre sur les bas-côtés de telle sorte à vraiment disputer les passages piétons aux marcheurs, aux promeneurs. Donc c'est un véritable danger contre ces populations. C'est un danger aussi de santé publique.
Parce qu'en réalité, il n'y a que de la latérite. Et quand les véhicules passent, souvent c'est la poussière qui s'élève. Et souvent les populations sont confrontées à des maladies pulmonaires. Nous parlons à présent de la problématique des crèches encore soulevée. Des directeurs, maîtresses de crèches et inspecteurs de l'éducation appellent l'État à signer une loi pour légaliser les crèches, car il y a beaucoup de désordre dans le secteur de la petite enfance. Ils sont à Tivaouane pour une formation destinée aux éducateurs du préscolaire et des crèches. Reportage signé Charanta Diop et Seyla Tire. Les maîtresses de crèche et les directeurs de crèche sont à Tivaouane pour se pencher sur une problématique qui concerne la petite enfance dans sa globalité. Il faut de la formation parce que tenir compte de cette frange d'âge n'est pas chose aisée. Il faut des mécanismes opératoires, il faut des compétences spécifiques. Et c'est cela que nous offre aujourd'hui la structure incarnée aujourd'hui par Mme Bey. Elle a quitté les États-Unis uniquement pour venir nous accompagner dans cette aventure pédagogique. Cette formation vient à son heure parce qu'on était en train de travailler sur les curriculums de l'éducation de base. Donc on pourra allier la connaissance que nous avions et la connaissance que Mme Bey nous a amenée pour la bonne marche de la petite enfance. Vu l'incident qui s'est produit récemment dans une crèche, une telle formation est incontournable dans la bonne marche d'une crèche, nous rapporte cette dame, éducatrice de la petite enfance aux États-Unis, initiatrice de cette formation. Mort d'enfant, il faut le déplorer. C'est regrettable. J'espère que nous allons prendre les mesures idoines pour qu'en fait un tel accident ne se reproduise plus. Comment? En formant, on les appelle éducatrices des crèches et ensuite après les avoir formées, maintenant il faut des lois. J'en appelle aux autorités afin qu'une loi soit érigée pour qu'en fait ils puissent avoir une sélection avant de travailler dans une crèche. Au bout du processus, des recommandations seront données aux écoles en charge de la petite enfance pour une prise en charge de façon optimale de cette frange d'âge. À présent, le point Covid-19 du jour. Sur 1293 tests effectués, 106 sont revenus positifs, 37 cas contacts, aucun cas importé et 69 issus de la transmission communautaire. 100 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 54 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce dimanche 3 janvier. Flambée des cas du coronavirus dans les lieux publics, le port du masque demeure toujours en casse-tête pour certains. C'est le cas au marché Tilène. Malgré le contrôle par les forces de l'ordre, les visiteurs continuent à ne pas respecter les gestes barrières. Un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Diafar Abba. Dans ce coin du marché Tilène, elle tient son petit étal. Pas de dispositif de lavage des mains, encore moins de masques. Et pourquoi ce relâchement? Cette vendeuse nous sert juste cette réponse. Je ne porte pas souvent de masque parce que j'ai des problèmes respiratoires. Je suis souvent enrhumée d'ailleurs. J'apporte un masque, mais je le mets le plus souvent dans ma porte-monnaie au cas où il y aura un contrôle. À Tilène, le constat est là. Même ceux qui ont mis leur masque les portent mal. Ils ne se doutent de rien. Pourtant, j'avais bien porté mon masque. J'en ai deux même. Parfois, je couvre le nez, mais il arrive des fois que je desserre un peu, histoire de pouvoir respirer. Mon masque, je l'ai gardé dans ma poche. J'étais sorti, je viens d'arriver. Je n'ai pas vu l'ombre d'un policier par là. Pourtant, ces Sénégalais sont bien conscients de la hausse des cas du virus Covid-19. Vous voyez mon masque, je l'ai toujours avec moi. Attendez, je vais le mettre. Les cas de coronavirus se multiplient et nous suivons les informations au quotidien. J'ai baissé mon masque le temps de marchander. Voilà, c'est tout simplement ça.
Le port du masque est une super priorité et cela va de notre intérêt. Les Sénégalais gagneraient à respecter les mesures barrières. Beaucoup de restrictions, parfois des sanctions pour le respect des mesures barrières. Malgré tout, les récalcitrants sont toujours là, inconscients. Pour endiguer le coronavirus, les fidèles mourites ont appliqué les recommandations du Khalife général à la grande mosquée Massalikul Jinan. Plusieurs tomes de Coran ont été versés avec des déclamations de Khassaïd et ils espèrent avec ces prières que la pandémie sera éradiquée. Pafarning et Ahmadouba y étaient pour nous. Des voix récitant des versets du Saint-Coran retentissent dès qu'on s'approche de la grande mosquée Massalikul Jinan. Les talibés, pour respecter les consignes du Khalife général des Mourides, sont massés à l'intérieur du lieu saint et chacun d'eux, Coran à la main. Aux musulmans et aux talibés de se conformer au ndigal du Khalife et en même temps de veiller aux mesures barrières, le port des masques, les gels et les distances. Là, vraiment, le marabout a beaucoup insisté. Au niveau Magal, vous avez vu ce que ces prières ont fait. Donc, conformément, nous sommes séduits. Nous sommes séduits que ces prières-là vont faire comme le Magal. Toute une journée dédiée à cette séance dans l'unique but de demander pardon au Seigneur. Depuis le matin, on est là pour qu'on récite le Saint-Coran et les Chassides et en même temps faire la charité. On l'a commencé depuis 6 heures du matin. Après la prière de Fajr, je crois qu'on va continuer jusqu'à la prière de Tisbar. Pour le moment, on a récité encore 15 Corans pour l'instant de Chassid Nourou Dareni et les gens viennent, on continue le travail, Inch'Allah. Des lards, il y a des missus, il y a tout, il y a des biscuits, il y a des tangal, il y a tout. Comme vous savez, les mourites, c'est le paradis. Les femmes aussi ne sont pas en reste avec le bernde pour les fidèles. dina def ay ndox dina def lépp ak taalibe yi lu ñu indi rek ñu boole ko ci dem ci ndigalul sëriñ bi ndax ñun sëriñ bi mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg lu ñu digal rek ci yoon woowu la ñuy jaar am nañ ci yaakaar ci ñaan yi yàlla na ñaan yi jële ko fi mu dem te dootul ñëw ak kullu jullit. Récital du Saint-Coran, déclamation de Khassaïd et donner de l'aumône, les talibés mourides espèrent avec ces prières le coronavirus va disparaître définitivement dans le monde. COVID-19 à Ziguinchor, la Commission nationale du dialogue des territoires veut relever le plateau des hôpitaux, du matériel médical donc a été remis aux hôpitaux et postes de santé de la région. Écoutons à ce propos Benoît Sambou qui en parle au micro de Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Aujourd'hui, c'est 10 tonnes 5 de matériel que nous avons pu mobiliser. Mais je le disais hier au professeur Diatta, nous avons fait ce geste en essayant de supposer les besoins des structures de santé. Nous avons voulu avoir du matériel qui peut être amené et utilisé partout dans la région, jusque dans les postes de santé les plus reculés, parce que je vous dis que jusqu'à EFOC et Youtou, on a pu amener ce matériel, toucher l'hôpital de Ziguinchor, toucher l'hôpital Silence, l'hôpital de la Paix, doter l'hôpital de Bignona, doter l'hôpital de Oussouye, doter les postes de santé des différentes communes du département de Ziguinchor. Il s'agira maintenant pour nous d'être à l'écoute des nouvelles propositions. En fonction de ce que vous avez vu et en fonction des besoins, nous prendrons votre attache pour mobiliser encore du matériel pour cette région. Parce que c'est un devoir, nous avons besoin de le faire. L'actualité internationale à présent en Centrafrique, le président sortant Faustin Archange Touadéra, réélu avec 53,92% des voix. C'est selon les résultats provisoires de l'autorité nationale des élections, l'organe chargé de l'organisation des élections en République centrafricaine. Le reste de l'actualité internationale, 2 villages près de la frontière malienne attaqués par des terroristes, au moins 100 civils tués. La France qui envisage de réduire les effectifs de sa force Barkhane dans le Sahel. Entre autres, c'est ce que nous allons voir dans ce récit signé Daniel Diouf.
Week-end macabre au Niger. 2 villages près de la frontière malienne ont été attaqués samedi par des terroristes. Au moins 100 civils ont été tués. Un deuil national de 3 jours décrété. Les 2 villages sont situés à environ 120 km au nord de la capitale Niamey. Cette zone, dite des 3 frontières, est une cible régulière pour les djihadistes. Le maire parle de 2 colonnes de centaines de terroristes venus à moto. Les rescapés de l'attaque ont, selon les autorités, massivement fui vers le sud. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se sont rendus sur les lieux. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a présenté ses condoléances aux populations. Dans un tweet, il a qualifié ces attaques de lâches et barbares. Ces attaques au Niger surviennent au moment où la France, un allié important dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, envisage de réduire les effectifs de sa force Barkhane. La ministre française des Armées a indiqué qu'une décision sera prise à l'occasion du prochain sommet conjoint de la France et des pays du G5 Sahel en février à N'Djamena, au Tchad. Le dernier hommage du peuple malien à Soumaïla Cissé, l'ancien chef de l'opposition parlementaire, des personnalités maliennes et étrangères, des amis et des anonymes par milliers vendredi à Bamako pour rendre un dernier hommage à Soumaïla Cissé, décédé du Covid-19 le 25 décembre en France à l'âge de 71 ans. Grande figure politique, il avait été 3 fois candidat malheureux au second tour de la présidentielle et libéré le 8 octobre après avoir été enlevé en mars dernier, en pleine campagne électorale. Et puis Saïd Bouteflika, le frère et ex-conseiller du président algérien déchu Abdelaziz Bouteflika et 2 anciens patrons du renseignement algérien ont été acquittés samedi par une cour d'appel militaire. Arrêtés en mai 2019, les 4 accusés avaient été condamnés en septembre de la même année à 15 ans d'emprisonnement lors d'un procès devant le tribunal militaire de Blida, près d'Alger, pour complot contre l'autorité de l'État et de l'armée. L'actualité sportive à présent, ce week-end, c'était la reprise du championnat de football de Ligue 1 et de Ligue 2, des joutes dans le respect d'un protocole édicté par des dirigeants comme le huis clos, les gestes barrières, les pauses fraîcheurs, entre autres, des mesures qui n'agréent pas tous les acteurs qui réclament des corrections. On voit cela dans cet élément signé Chersad Bouyara et Ahmadouba. Le football sénégalais à l'épreuve de la Covid-19. Pour les différents championnats nationaux, c'était la reprise ce week-end. Des matchs disputés à huis clos, au grand regret des acteurs. Ça n'arrange personne, hein, mais même supporters, parce que pour jouer au football, le football c'est un spectacle, je pense qu'il faut... Mais on est obligé de s'adapter. On peut dire que c'est un peu difficile de jouer sans les supporters, parce qu'il y avait l'ambiance et tout, mais voilà, avec le Covid, on est obligé de s'adapter et de respecter les gestes, les mesures. À les tribunes, on peut demander qu'une personne s'assoie et qu'il laisse 2 chaises pour qu'une autre s'assoie. Bon, donc je pense que si vraiment on revoit encore la situation, on pourra améliorer jusqu'à ce que peut-être un maigre public puisse assister à ces matchs. Si le protocole sanitaire a été au rendez-vous, d'autres mesures sont déplorées. Parce que je ne pense pas que c'était nécessaire d'arrêter au bout de 30 minutes. Il n'y avait pas besoin de ça parce qu'il ne fait pas une chaleur insupportable. La limitation à 30 personnes par club est également fustigée. 18 jours, il y aura le staff technique, le staff médical. 18 joueurs plus le staff médical, les chargés de sécurité. Les clubs dépassent facilement les 30 personnes requises selon le protocole. Une règle a changé car le football a beaucoup évolué. Un club maintenant se déplace au minimum avec 40 personnes. Nous espérons que des rectificatifs seront apportés. C'est un minimum de 40 personnes. Donc, je pense que nous allons apporter des corrections après la première journée. Face au défi de tenir toutes les compétitions, dans ce contexte de Covid-19, les autorités sportives sont interpellées. Elles vont certainement apporter des correctifs au fur et à mesure de la saison pour réussir le pari. Chersad Bouyara, Génération Foot, qui gagne son premier match et qui vise le titre de champion cette année. Pour Talafa, le directeur de la communication de l'académie, c'est l'objectif normal, même si l'équipe a encore beaucoup changé cette année. Nous l'écoutons. L'objectif de cette année, ça a toujours été le même. Génération Foot joue pour avoir un titre, quel que soit Alpha. Quelle que soit l'ambition qu'on pourrait avoir,
On a des garçons qui sont dans d'excellentes conditions, on a les infrastructures, donc maintenant on a un staff technique qui travaille. Il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés dans le groupe. La plupart du temps, ils étaient juniors l'année dernière et cette année, on les a tous intégrés. Et il y a d'autres qui sont déjà en équipe nationale U17. On en a 8. Et ce qui est sûr, c'est qu'on fera tout pour pouvoir se maintenir comme il faut et jouer les premiers rôles dans ce championnat-là. On ne va pas se voiler la face en se disant, oui, l'année dernière, on a été dans le dur. Mais cette année, l'ambition reste la même. On va essayer de titiller le haut du tableau. Nous parlerons longuement de la reprise de la Ligue 1 tout à l'heure dans votre magazine Sport à la Une. Voilà, c'était tout pour ce 20h. La deuxième partie de Soir d'info, à présent avec vous, Aram Touré. Merci beaucoup, cher Tidjane Diaw.